Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'arrêt du jour. Alors, je m'excuse, j'ai un peu de retard cette semaine. Pour une raison simple, vous l'avez sûrement vu si vous suivez la chaîne par ailleurs, vous avez eu un assez gros entretien avec Maître Florent Verdier sur la question de la loi de programmation pour la justice et la contestation justice morte qui s'en est suivie. Il se trouve que ça a fait un week-end un peu chargé. Qu'à côté de ça, j'étais un peu fatigué, j'étais un peu malade ce week-end. Et j'avais par ailleurs des obligations familiales qui ont fait que ça devenait un petit peu compliqué. Et donc, j'ai pas enregistré ce week-end, donc il n'y aura pas de vidéo comme vous le voyez cette semaine. Ça va revenir normalement la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Alors, cette semaine, on va se concentrer sur le droit de la propriété. Et on va faire une semaine sur le droit de la propriété, sur le droit patrimonial, comme on l'appelle de manière universitaire. Et c'est une matière que moi j'ai préparée pour le CRFPA la première année où j'ai passé le CRFPA. Je l'ai préparé à l'écrit. Deuxième année, je l'ai passé à l'oral. C'est une matière que j'aime beaucoup et c'est une matière où j'ai mes petits amours personnels. Voilà. Dont je vous parlerai en fin de semaine. Alors, pourquoi en fin de semaine ? Parce que je vais au moins faire 3 épisodes, si ce n'est 4, mais au moins 3, sur le droit de jouissance spécial. Ou sous son autre nom, la saga Maison de la Poésie. Puisque le premier arrêt est l'arrêt Maison de la Poésie. En attendant, on va aussi faire un petit détour sur la question de l'empiètement et son interaction avec le droit de propriété. Mais avant tout ça, avant de se poser ces questions-là, il va falloir, et on va se poser la question on va poser les bases, et on va se poser la question de la reconnaissance du droit de propriété et de la sanction du droit de la propriété. Et la reconnaissance d'un droit fondamental à la propriété, alors, bien entendu, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 2, l'article 17, comme vous le savez, un droit sacré, naturel et sacré, et la reconnaissance juridique, la reconnaissance jurisprudentielle, c'est une décision du Conseil constitutionnel, une décision extrêmement importante de 1982, une décision nationalisation dont le considérant de principe est le suivant: les principes même énoncés par la Déclaration des droits de l'homme ont pleine valeur constitutionnelle, tant en ce qui concerne le caractère fondamental du droit de propriété, dont la conservation constitue l'un des buts de la société politique, et qui est mis au même rang que la liberté, la sûreté et la résistance à l'oppression, qu'en ce qui concerne les garanties données aux titulaires de ce droit et les prérogatives de la puissance publique. Que la liberté, qui est au terme de l'article 4 de la Déclaration, consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre. Alors, il faut faire un petit peu d'histoire, encore et toujours,
vous me direz, il faut revenir sur la genèse de cette décision nationalisation. Le 1982, il y a donc un an que François Mitterrand a été élu président de la République, et nous sommes encore, il faudra encore attendre un an avant ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, 1983-1984. Et donc on est sous les premiers temps du socialisme triomphant. Pierre Mauroy est Premier ministre de François Mitterrand. Pierre Mauroy, maire de Lille. Pour les amateurs de football, c'est pour ça que le stade du LOSC porte son nom. Et Pierre Mauroy met en place une politique économique qui est notamment marquée par la nationalisation des grands groupes industriels français, industriels et bancaires. Ce qui donnera par la suite une passe d'armes mémorable, quoique un peu oubliée mais par les plus jeunes, mais que je vous invite à retrouver et à revoir, entre le Premier ministre qui va succéder à Pierre Mauroy, Laurent Fabius, et le président du RPR, le chef de la droite, le chef de l'opposition, Jacques Chirac, en 1985, donc on doit être en octobre ou en novembre 1985, et en prémisse de la campagne des législatives, on a un débat télévisé entre le chef du gouvernement et le chef de l'opposition, et la question des nationalisations est abordée, et c'est à l'occasion de l'échange sur la nationalisation, enfin de la tentative d'échange sur la nationalisation, que vous avez cette fameuse phrase de Jacques Chirac qui dit arrêtez de me couper, qui reproche à Laurent Fabius de le couper, et il lui dit arrêtez de jacasser comme le roquet, et Laurent Fabius aura cette phrase malheureuse, voyons, vous parlez au Premier ministre de la France, et Jacques Chirac ne manquera pas l'occasion de porter le coup fatal en répondant « Non, je parle à monsieur Laurent Fabius, représentant du Parti Socialiste. » Comme vous le savez, en matière de communication, ce qui s'énonce, c'est ce qui ne va pas de soi. Et donc le fait d'énoncer qu'il était Premier ministre de la France, c'était bien marqué le fait que ça ne pouvait pas être le vrai. Le Premier ministre de la France ne pouvait pas se faire savater en public de telle manière. Bref. Revenons donc à cette décision de nationalisation. Donc, bien entendu, lorsque la loi est présentée, lorsque la loi est votée au Parlement, il y a donc une demande qui est, enfin, un contrôle qui est demandé par une procédure de contrôle a priori de la loi qui est demandée par l'opposition. Et le Conseil constitutionnel est saisi, et à l'occasion de cette... Alors, le Conseil constitutionnel ne va pas... on pourrait le croire, mais le Conseil constitutionnel ne va pas censurer la loi nationalisation. Les nationalisations auront lieu, elles donneront, en 86, au changement de majorité, à l'alternance, il y aura des lois de privatisation, il y aura à nouveau des lois de nationalisation en 1988, et... par la suite, il y aura encore des lois de privatisation qui se poursuivront d'ailleurs jusqu'au début des années 2000, puis par la suite, mais un petit peu moins par la suite, mais jusqu'au début des années 2000, et donc également sous le gouvernement de M. Lionel Jospin, qui était socialiste, et qui était d'ailleurs ministre, je crois qu'il était ministre de l'Éducation, sous François Mitterrand. Bref. Le Conseil constitutionnel doit, en premier lieu, sur la question de nationalisation, se demander si le droit de propriété est un droit à valeur constitutionnelle. Et quelle valeur lui donner ? Est-ce que c'est un principe constitutionnel ? Est-ce que c'est un principe constitutionnel, un droit fondamental ? Est-ce que c'est un principe reconnu par les lois de la République ?
ou pas? Est-ce que voilà. Le Conseil constitutionnel considère à juste titre et de manière tout à fait logique que le droit de propriété est un principe fondamental, c'est un droit fondamental. Bien entendu, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Il se fonde sur la Déclaration des droits de l'homme. Il le rappelle très justement. Le droit de propriété, c'est l'un des premiers droits qui est dans la Déclaration des droits de l'homme, à l'article 2, puis il est rappelé à l'article 17, donc il débute et il clôt la déclaration. Ce qui est très intéressant, c'est l'incise par rapport à la liberté. Parce que l'incise par rapport à la liberté, donc le deuxième petit paragraphe dans l'attendu, alors il reprend bien entendu la fameuse formule de l'article 4 de la Déclaration, la liberté c'est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et il rappelle que il n'y a pas de liberté sans propriété, qu'il n'y a pas de liberté sans... En fait, on ne peut pas être libre si on n'a pas les moyens de sa liberté. Et donc, très logiquement, le Conseil nous dit, voilà, si vous n'avez pas la possibilité de pouvoir posséder, de pouvoir entreprendre, de pouvoir vous libérer par vous-même, user de votre liberté par vous-même, si vous êtes contraint, d'une certaine manière, si on va plus loin, la question c'est est-ce qu'on n'est pas contraint à l'égalité quand on encadre trop la liberté, eh bien, il n'y a pas de liberté réelle. C'est-à-dire que toutes les libertés intellectuelles qui sont ensuite ne sont possibles que parce que vous avez ces libertés fondamentales qui sont la sûreté, la résistance à l'oppression, la liberté, dans le sens, a priori, la liberté d'aller et venir, la liberté de se déplacer, et la propriété. Pour le Conseil, le quatuor fondamental à une société politique, on sent par là l'idée de la société démocratique, c'est vraiment ce quatuor, liberté, sûreté, résistance à l'oppression et propriété. Et la propriété n'est pas le moindre de ces quatre éléments, puisque le Conseil rappelle que c'est bien au même rang qu'elle entre dans le système juridique, qu'elle est mise en valeur dans le système juridique. Et c'est pour ça que, par la suite, il va rappeler que il ne peut y avoir réellement de liberté, elle ne saurait être préservée, elle ne saurait exister si des restrictions arbitraires ou abusives lui sont apportées à la liberté d'entreprendre. La liberté d'entreprendre, c'est la liberté donc de posséder sa société, son entreprise, et de pouvoir la développer. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que il faut quand même se souvenir qu'en 1982, le Conseil constitutionnel est un conseil très conservateur, c'est un conseil qui a été façonné en grande partie par, il me semble, Valéry Giscard d'Estaing, en tout cas c'est un conseil qui a été en grande partie qui a été façonné par la droite, par les conservateurs, un petit peu par les libéraux-démocrates de Valéry Giscard d'Estaing, de l'UDF, de la démocratie chrétienne, mais en grande partie par des gaullistes, et donc qui a quand même un petit peu chevillé au corps cette idée que il ne faut pas il faut aussi voir qu'on est encore pendant la période de la guerre froide, donc il y a quand même encore le repoussoir communiste qui agit à plein.
Et c'est là où c'est intéressant de voir les mots qui sont employés par le Conseil. Le Conseil, il rappelle quand même, il y a liberté, propriété d'un côté, mais il y a sûreté et résistance à l'oppression de l'autre, dans le quatuor. La liberté qui est rappelée, c'est la liberté d'entreprendre. Alors bien entendu, c'est la liberté qui est en jeu, mais on a quand même cette idée que la phrase « la liberté ne saurait elle-même être préservée si des restrictions arbitraires ou abusives étaient apportées à la liberté d'entreprendre ». Pas de liberté sans la liberté de pouvoir créer son moyen de production, de pouvoir développer son moyen de production, de pouvoir produire. De pouvoir produire, donc de pouvoir s'enrichir. Il y a vraiment il y a quand même cette réflexion en germe dans la décision du Conseil, et c'est pas anodin. Pardon. Ce n'est pas anodin. C'est tout à fait réfléchi et c'est d'une certaine manière logique. Mais c'est quelque chose qui est historiquement marqué. Et il faut le comprendre. Et il faut comprendre pourquoi on est sur cette conception de la liberté. Voilà. Alors je vous invite bien entendu à aller relire cette décision de nationalisation, qui est une décision très intéressante. Je vous invite... Alors, par contre, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long, c'est un peu technique. C'est quand même... je ne vais pas dire que c'est pas écrit de manière très... Enfin, c'est... Voilà, faut quand même faut la manger, entre guillemets. Et puis, je vous invite surtout à aller relire les articles de la Déclaration des droits de l'homme, qui sont vraiment dans cette veine qui donnera ensuite le Code civil, et dont Flaubert disait de manière de cette si belle plume qu'il en lisait tous les jours pour apprendre comment écrire. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée, j'enregistre le soir, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de l'Arrêt du jour.